Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Et si nous avions tout faux sur la biodiversité? Nous ne sommes pas autonomes. Nous dépendons des microbes, des plantes, des champignons. Et pourtant, notre société moderne nous déconnecte de ces interactions essentielles. Marc-André Sellos est mycologue, vulgarisateur infatigable et professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Enfant, il collectionnait les squelettes, dessinait des champignons, les coupait et les observait. Il a fait le choix de les étudier à fond, à la fois par passion et par un profond désir de comprendre la nature. Il a vu à quel point notre lien intime avec les microbes et autres formes de vie étaient déterminants pour notre santé. Pour Marc-André, le vrai danger, ce n'est pas la nature qui change, mais bien notre incapacité à nous adapter à ces changements. Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, Marc-André Sellos nous éclaire sur le rôle crucial des microbes dans notre corps et notre environnement. Comment ils influencent directement notre santé et pourquoi notre mode de vie moderne met en danger ces précieux alliés. Pourquoi est-il vital de repenser notre relation à la nature, de sortir d'une vision hiérarchique et technophile et d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'écologie pour garantir un avenir durable. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Marc-André Sellos, tu es biologiste et vulgarisateur français spécialisé en botanique et mycologie. Aujourd'hui, on va parler des liens entre la nature et l'homme et également des différents préjugés que l'on pourrait avoir. Mais avant de passer à tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, alors moi je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et en fait mon parcours c'est avant tout d'avoir fait un chemin universitaire classique, une classe préparatoire, l'école normale supérieure et puis une thèse, mais en fait d'avoir eu des envies naturalistes, une passion pour la nature depuis la plus tendre enfance. Je collectionnais déjà les squelettes de mammifères à l'âge de 5 ans et je me suis rapidement, à partir de la classe de 5e, passionné pour les champignons. Et moi, je suis devenu mycologue très très vite, mais j'ai aussi étudié un petit peu les plantes et en réalité, j'ai très très vite eu envie de travailler dans ce domaine et de faire de la recherche autour de ces objets. Alors c'est une chose que j'ai faite en faisant une thèse. Et après, cette thèse, je suis devenu enseignant-chercheur, quoi. C'est-à-dire que je ne suis toujours pas sorti de l'université. Je suis devenu enseignant-chercheur. D'abord, j'ai été maître de conférence à Jussieu, à l'université Paris 6 à l'époque. Mais je faisais ma recherche au muséum et déjà, j'ai pu continuer à faire de la recherche sur la nature, sur des objets naturalistes, et notamment, et je continue toujours, sur les interactions entre des champignons du sol et les plantes. C'est une interaction à bénéfice réciproque. Comme la truffe, par exemple, sur certains arbres. Ensuite, j'ai été prof à l'université de Montpellier, professeur des universités de 2004 à 2013, et je suis revenu comme professeur au muséum, où maintenant je continue à faire de la recherche, je continue à faire de l'enseignement, mais surtout, et c'est une des missions des professeurs du muséum, je fais beaucoup de vulgarisation, j'écris des livres, tiens, je fais des podcasts par exemple, et j'essaye de diffuser l'information scientifique, c'est-à-dire j'essaie de rendre aux gens qui l'ont payé les produits de la recherche. Et pour la recherche, je continue toujours à faire de la recherche sur les interactions entre certains champignons du sol et les plantes, et les racines des plantes, des interactions donc à bénéfice mutuel, aussi bien dans mon équipe de Paris, enfin avec mon équipe de Paris, au muséum, qu'avec mon équipe de Gdansk en Pologne et une équipe en Chine à Kunming. Ça me permet, ces différentes équipes, d'avoir accès à plein de modèles différents et plein de sujets de types différents, d'études différentes, mais aussi d'avoir finalement des liens à plein de scientifiques différents. Et jusqu'à un certain point, la recherche, c'est ça. C'est des liens entre les gens qui font des choses ensemble. Alors c'est assez précis
de s'être spécialisé, je veux dire, en mycologie. C'est quoi à la base qui t'a attiré là-dedans? C'est quoi qui t'anime dans ce domaine-là? Alors, la recherche, c'est toujours précis. C'est-à-dire, c'est toujours sur un domaine très pointu parce qu'on pose des questions sur un petit aspect dont on peut faire le tour et qu'on peut étudier précisément parce qu'on a éliminé tout un tas d'autres paramètres et tout un tas d'autres histoires. En soi, c'est normal. Par contre, qu'est-ce qui m'amène à la mycologie? C'est simple. En cinquième, mon prof de SVT, à l'époque on dit de sciences naturelles, nous envoie chercher des champignons en forêt pour le prochain cours, parce qu'il justement il va traiter les champignons. Et moi je trouve ça trop génial. Et ensuite j'ai passé tous mes week-ends à essayer d'identifier des champignons que je ramassais moi-même au bois de Vincennes ou quand j'étais en vacances en Bretagne, à les dessiner, à essayer de les couper sous tous les angles pour voir ce qu'il y avait dedans, à les dessiner de nouveau coupés, à récolter leurs spores, à comprendre comment ils vivaient dans le milieu, à lire des bouquins. Enfin bon, voilà, c'est une passion d'enfance, quoi. Et au moment de devenir adulte, donner des noms à des champignons et lire des livres sur les champignons, c'est pas un métier. Et mes profs, quand je suis à l'école normale supérieure, mes profs me disent, mais essaie plutôt de trouver comment ils fonctionnent, des choses qui sont liées à l'agroécologie, va dans des labos qui travaillent là-dessus. Et ils m'envoient faire mon premier stage, donc à Bac+3, il m'envoie faire mon stage dans un laboratoire de Montpellier qui travaille sur ces fameuses interactions à bénéfice mutuel entre les plantes et les champignons. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Du coup, en rentrant tout de suite dans le sujet, c'est quoi ces interactions entre l'humain et ces autres formes de vie? Alors, le lien entre l'humain et les autres formes de vie, c'est un lien multiple. On a des liens aux microbes qui sont très étroits et vraiment très intimes. Euh, c'est les microbes de notre microbiote, c'est-à-dire sur la peau, dans les cavités comme le tube digestif ou le creux des oreilles, sur le cuir chevelu. Ces bactéries, qui sont des petits êtres unicellulaires, et ces champignons, qui eux sont souvent des champignons unicellulaires, des levures, comme on les appelle, ces bactéries et ces champignons qui habitent sur nous, et qui, bon, moi quand j'ai fait mes études, on disait juste qu'ils étaient là parce qu'ils avaient à manger, des petits bouts de peau ou des parties de nos aliments, et que pour nous, ma foi, ça n'avait pas grand intérêt. En fait, on sait maintenant que pour eux, l'organisme humain, c'est le gîte et le couvert, et qu'ils participent aux fonctions biologiques de l'organisme humain, contribuent à notre digestion. Les signaux qu'ils émettent contribuent à réguler la mise en réserve et la physiologie. Les signaux qu'ils émettent régulent aussi le fonctionnement de notre système immunitaire et de notre système nerveux, et par leur présence, en plus, ils s'opposent à l'arrivée de maladies. Ça n'empêche pas les maladies d'arriver parfois, mais ça fait souvent échouer l'arrivée des pathogènes. Alors on sait ça parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus assez de microbes en nous. La vie moderne est très hygiénique. On mange que des aliments stérilisés, on nettoie tout comme des dingues autour de nous, on se nettoie la peau comme des dingues. On mange des aliments avec des édulcorants, des conservateurs qui abîment certaines espèces de microbes, et donc on a 1,5 à 3 fois moins de microbes qu'on en avait. Et cette baisse de biodiversité, oui, parce qu'on a 1,5 à 3 fois moins d'espèces, pas de cellules, il y en a autant, mais elles sont de moins d'espèces. Et cette baisse de biodiversité fait que certaines fonctions qu'accomplissait le microbiote ne sont plus acquises. Et ça explique l'obésité, ça explique la sclérose en plaques, ça explique l'asthme, le diabète, le Parkinson. En fait, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes, parce qu'en fait, on dysfonctionne sans ces microbes. Alors ça, c'est un lien très intime, mais on a aussi des liens moins intimes et tout aussi importants à d'autres espèces, par exemple celles qu'on mange. C'est quand même relativement intime, parce qu'on finit par les mettre dans notre tube digestif et utiliser l'énergie qu'elles contiennent. Et notre énergie et notre corps, c'est finalement fait par ces espèces-là. Finalement, on est lié à des tas d'espèces de végétaux, des tas d'espèces d'animaux, des tas d'espèces de poissons, des tas d'espèces de crustacés, des microbes qui fermentent nos aliments, de nouveau. On pense au pain, on pense au fromage, on pense au saucisson, au beurre, qui est un aliment fermenté, ça on l'oublie des fois. Donc au total,
on a des liens à tout un tas d'organismes externes et distals qui vivent très loin de nous, mais aussi à tout un tas d'espèces internes qui vivent en nous, et on est le résultat de ces interactions. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui étudie les champignons et les microbes en général, c'est mon cas, hein. Moi j'étudie ces organismes qu'on ne voit pas tellement, à l'œil nu, enfin, qu'on voit qu'à certains moments, quoi, quand ils décident de se reproduire. Quand on voit des champignons en forêt, c'est les organes par lesquels ils se reproduisent et ils produisent des spores qui vont germer plus loin. Mais au jour le jour, c'est des filaments microscopiques qui constituent le champignon, ou des cellules isolées quand ce sont des levures. Pour moi, c'est quelque chose de très important de découvrir que on est en interaction, ça c'est très important pour quelqu'un qui étudie les interactions entre les plantes et les champignons. Nous aussi, on est en interaction, et ces interactions sont largement des interactions avec des microbes, comme c'est le cas pour les racines des plantes, qui interagissent avec ces champignons qui les nourrissent. Donc quelque part, il y a un message général derrière ce que j'étudie, c'est qu'on n'est pas autonome, on est toujours dépendant d'autres êtres vivants. Est-ce que c'est pour ça que c'est important quand on est petit de pouvoir un peu tout mettre un peu à la bouche? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, comme tu as dit, on essaie de tout nettoyer pour éviter que les enfants traînent un petit peu à droite à gauche. Et est-ce que du Ouais. coup, ça donne un peu une perte d'immunité quand on grandit? D'immunité, pas tellement, parce qu'on pense souvent que toutes ces saletés entraînent notre système immunitaire comme un sportif s'entraîne à se muscler. C'est pas ça le truc. C'est que ce contact avec des choses différentes permet de recruter les bons microbes. Alors bien sûr, il ne faut pas toucher n'importe quoi. Et une façon de faire ça bien, en particulier, c'est d'être vacciné, ce qui évite aux mauvais microbes de rentrer. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, les contacts contaminants sont importants pour constituer un microbiote, c'est le nom de ces communautés microbiennes extrêmement diverses, pour constituer un microbiote diversifié. C'est vraiment important, effectivement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, notre environnement, nos pratiques de nettoyage, tout ça, nous rend un peu inaccessibles. Et c'est vrai que derrière ce réflexe qu'ont les enfants de tout porter à la bouche, ce qui peut paraître dangereux en soi, moi je pense que c'est des réflexes innés qui font partie de ces réflexes qui permettent de constituer le microbiote, notamment le microbiote du tube digestif. Dans le tube digestif, on a 3 à 5 000 espèces de microbes qui traînent, et ces microbes, ils viennent de l'alimentation, parce que quand on est sans microbes dans le tube digestif. On est axénique, comme on dit, on est privé de tout microbe quand on est dans le ventre maternel. Puis à la naissance, on se contamine. D'ailleurs, on se contamine d'abord au contact du vagin maternel, puis de la peau des parents, puis de l'environnement. Et c'est vrai que retarder la contamination, eh bien, c'est quelque chose qui entraîne le risque accru de maladie. On sait très bien aujourd'hui, quand on compare des petits citadins qui vivent dans des environnements très stérilisés, très propres et qui sont très peu colonisés de fait, à soit des petits citadins qui en plus ont un chien, ce qui est un élément contaminant, soit à des petits ruraux qui vivent au contact de la nature, eh bien on s'aperçoit que le microbiote est différent. Bon, ça c'est pas étonnant parce que les sources de contamination sont différentes, mais surtout, on a des incidences des maladies de la modernité, celles qui justement sont liées, on le mentionnait à l'instant, hein, à la baisse de diversité du microbiote, eh bien, ils en ont moins. Ils en ont moins parce qu'ils sont dans un environnement où ils recrutent mieux leur microbiote. Ça, Du coup, tu disais juste avant les maladies un peu de civilisation. Est-ce que en ville, les personnes qui vivent du coup en ville, comme tu as dit, dans un environnement stérile, etc., ou alors les personnes qui vivent à la campagne, ont vraiment des grosses différences et ça oui. se voit aujourd'hui sur les maladies de civilisation? Oh, oui, ça a été étudié. Bon, c'est une scientifique, une médecin allemand qui avait lancé ça, c'est Erika von Mutius, qui avait repéré que les enfants qui vivaient en Allemagne de l'Est en ville avaient moins de maladies que ceux qui vivaient en ville en Allemagne de l'Ouest. Or, les conditions d'hygiène étaient meilleures en Allemagne de l'Ouest. Ce qui est bizarre, hein, ils auraient dû donc être moins malades. Ben non, ils étaient plus malades de ces maladies de la modernité, asthme, allergie, dermatite atopique, hein, ces problèmes de peau là, qui rouge, qui démange, et puis c'est très désagréable, ça peut devenir sanglant. Au total, effectivement, elle avait proposé que l'excès d'hygiène n'était pas bonne. Et longtemps, on a pensé que c'est parce que, faute d'être en contact avec des maladies, le système immunitaire était moins bien entraîné et fonctionnait moins bien. Mais en réalité, on sait maintenant que l'exposition aux microbes permet de recruter les auxiliaires du fonctionnement du système immunitaire. C'est plus subtil. Et ces auxiliaires-là, qu'il y a sur notre peau dans le tube digestif, ne déclenchent pas de réponse immunitaire. Ils permettent bien au contraire,
par les molécules qu'ils émettent et la régulation du fonctionnement du système immunitaire permettent que la réponse se fasse de façon ciblée quand il y a vraiment un problème et pas n'importe quand. Bon. Alors, tout ça a culminé ces dernières années dans le suivi d'une cohorte de 2000 petits Européens. C'est la cohorte Pasture, on dit Pature en français si on veut, où il y a dans 10 pays européens 200 enfants, 100 à la ville, 100 à la campagne, et on étudie tout leur mode de vie et toutes leurs maladies. Et on s'aperçoit que le fait, par exemple, de consommer du lait cru réduit fortement la tendance à l'obésité, la tendance à l'allergie, la tendance aussi à des otites ou des sinusites chroniques. On est sur 70% de réduction si on consomme du lait cru ou des fromages au lait cru. Et ça veut juste dire qu'il y a là-dedans des microbes dans lesquels on recrute des bons auxiliaires pour éviter ces maladies. Et ça fait que ça rend pénible toutes ces pubs où on nous vend des produits pour se rincer la bouche ou des produits pour rincer les surfaces autour de nous ou pour se laver la peau ou se frotter les mains qui tuent 99,99% des bactéries. Parce que ces pubs-là veulent dire que c'est plus cher parce qu'il y a un produit bactéricide et que c'est pas bon pour nous parce qu'il ne faut pas tuer toutes les bactéries. Qu'on utilise des produits bactéricides sur les mains en période de gastro-entérite ou de grippe, oui, mais le reste du temps, on n'en a pas besoin. Même par rapport à la Covid, on sait très bien maintenant que ça n'a pas de rôle protecteur contre la Covid. Donc, on vit dans un excès d'hygiène et effectivement, on a des preuves qu'une exposition à des microbes variés dans l'enfance, c'est bien. Mais c'est bien sous réserve qu'on soit assez vacciné pour ne pas choper la poliomyélite ou des trucs comme ça. On est d'accord. Ouais, quand tu parles d'environnement, j'ai écouté un chercheur, alors j'ai plus du tout le nom, vraiment désolé, qui parlait du lave-vaisselle pour les assiettes et tout ça, et qui expliquait qu'en fait, alors c'était une formidable invention parce que ça permettait de gagner du temps, mais qu'au niveau du corps, c'était horrible parce qu'effectivement, on utilisait un bactéricide qui tuait toutes les bactéries, et du coup, en fait, ça laissait en même temps des traces parce que ça ne rinçait pas correctement le produit. Et donc, on venait ingérer ces produits-là qui tuaient en nous les bonnes bactéries et donc pouvaient nous donner des maladies plus tard. Est-ce que toi, tu aurais un avis là-dessus? Alors, moi j'ai un avis, c'est qu'effectivement, les molécules qui nous entourent, elles n'ont pas été calculées pour être compatibles avec le microbiote ou des choses comme ça, parce que pour le coup, bon, on ne connaissait pas le microbiote à l'époque où on les a mis en place. Et en particulier dans l'alimentation, mais pas que dans l'alimentation, aussi dans beaucoup de crèmes qu'on se met sur la peau, il y a des composés comme des émulsifiants qui permettent que les matières grasses soient bien mélangées en fait à l'eau, au liquide dans lequel elles se trouvent. Il y a des conservateurs, parce que quand il y a de l'eau, il y a des microbes qui peuvent s'installer. Et les réactions d'oxydation sont de toute façon plus rapides. Donc il y a des conservateurs qui sont antioxydants ou antimicrobiens. Et bien tout ça, c'est pas bon pour certains de nos microbes. En plus, des fois, c'est pas bon pour nous directement. Il y a une grosse discussion sur les édulcorants. Il y a beaucoup d'édulcorants qui sont pas bons probablement pour nous et non plus pour nous, pour notre microbiote. Donc effectivement, on est exposé à tout un tas de molécules. Je ne parle même pas des pesticides qui ont pour caractéristique, comme leur nom l'indique, de tuer le vivant, et qui donc peuvent aussi nous abîmer. Il y a vraiment des problèmes avec les résidus de pesticides et avec les pesticides. Ça conduit à l'interdiction de plein de pesticides. Trop tard, la moitié des Français contiennent encore du lindane, qui a été interdit en 1998, et c'est pas bon du tout pour notre santé à nous. Donc, outre les produits qui sont vraiment destinés à abîmer le vivant, parce que c'est leur fonction d'insecticide, de fongicide ou d'acaricide, il y a aussi tous ces produits qui sont des produits techniques qui nous entourent, dans des produits de beauté, dans des produits d'entretien, par exemple. Quand un produit sent, ça veut dire qu'il y a des molécules qui s'échappent du produit, je ne sais pas moi, une substance pour nettoyer le sol. Si elle sent bon, c'est qu'il y a des produits qui sortent de cette substance et qui rentrent en nous, puisqu'on les sent dans le nez. Et donc ça finit dans le poumon ou ça peut passer dans le sang. Est-ce que ces composés odorants sont bons pour la santé? La réponse n'est pas tellement. Toutes les odeurs de neuf, par exemple, des produits en plastique ou même des voitures, ça contient du formaldéhyde, ça contient des composés benzéniques, ça contient des tas de choses qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé, qui s'échappent des plastiques parce qu'ils ne sont pas bien fixés chimiquement. Donc, on est, oui, entouré de tout un tas de molécules qu'on appelle les xénobiotiques, qui sont des molécules qui n'existaient pas avant et auxquelles le vivant, et nous en particulier, n'est pas bien adapté.
350 000 molécules au moins ont été inventées par l'homme et introduites dans des pratiques plus ou moins répandues, et finalement dans le milieu. Chacune de ces molécules a donné, par des réactions chimiques ou des interactions avec les êtres vivants, des dizaines et des dizaines de dérivés. Ça fait des millions de molécules nouvelles. Là-dessus, il n'y en a peut-être que 1 ou 2% qui ne sont pas bonnes pour la santé de l'espèce X, X pouvant être l'homme, de millions de molécules. Et aujourd'hui, c'est pointé du doigt, toutes ces molécules introduites dans le milieu, comme l'une des causes d'extinction de la biodiversité. C'est 1 à 5%, finalement, c'est 1 à 5% de molécules toxiques. Quand c'est 1 à 5% de millions de molécules, ça fait des substances toxiques pour à peu près toutes les espèces. Et on est dans un environnement qui effectivement est dégradé, même pour nous, à cause de ces molécules. Il y a des preuves que l'environnement occidental n'est pas bon. C'est que depuis les années 70, par exemple, le taux de cancer pédiatrique a augmenté de 40%. Les cancers pédiatriques sont le reflet, parce que le cancer, ce sont des maladies du vieillissement souvent. Les cellules s'abîment en vieillissant et leur génome aussi. Les cancers pédiatriques ont augmenté de 40% en France depuis les années 70. La quantité de spermatozoïdes par éjaculat masculin, qui est aussi un reflet de la santé, a baissé de 60% depuis les années 70. Donc on a vraiment un environnement qui commence à ne plus être bon pour nous. Ça, c'est clair. Et ce qui est très insidieux surtout, c'est tous les plastiques qu'on a mis dans l'environnement qui dégagent des microplastiques et des petites molécules dont beaucoup sont dangereuses pour nous parce que ce sont des perturbateurs endocriniens, parce qu'elles sont cancérigènes. Il y a vraiment une modification de l'environnement qui nous appelle à faire rapidement l'inventaire de qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on laisse filer dans le milieu. Comment les préjugés humains influencent-ils notre vision de la nature ? Ils l'influencent parce qu'on pense qu'on a tout compris sur le vivant. Parce qu'on est vivant, donc on voit bien ce que c'est. On voit bien ce que c'est qu'une plante. En fait, on ne voit pas les microbes, donc on a une grande partie du vivant qu'on ne voit pas, mais bon, on se sent compétent. On se dit que c'est facile, que ça ne peut pas rater. Ça peut rater, c'est facile quand même d'attraper une maladie. Et finalement, comme on a très peu d'heures de formation dans le secondaire, on a 1 heure par semaine, au primaire, on n'a rien, notre connaissance du vivant est plus teintée par des vieux héritages culturels ou des dessins animés de Walt Disney. En fait, c'est pas du tout très précis ni très moderne. Un exemple, par exemple, c'est tout le monde dit, il y a plein de sites web, très bien même, des sites web vraiment très très bien, qui disent l'homme déséquilibre la biodiversité et déséquilibre les écosystèmes. Il n'y a jamais eu d'équilibre. Les écosystèmes, ils n'ont pas arrêté d'évoluer parce que le climat change, parce que les organismes qui les composent évoluent. Il y a tout le temps eu du changement. Rien n'est fixe. C'est la théorie de l'évolution. Non, il y a juste des dynamiques. Et puis après, ces dynamiques sont plus ou moins compatibles avec ce que nous, on veut faire dans les écosystèmes, la façon dont on y prélève de la nourriture ou la façon dont on y vit. Mais tu déverses des tas de produits d'hydrocarbures toxiques dans ton jardin, tu vas bientôt crever à cause des vapeurs, mais il y a des microbes qui mangent ces hydrocarbures et qui vont trouver que c'est trop génial. Et tu feras un super écosystème microbien. Voilà. C'est important, parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, mais cette notion d'équilibre, à quoi elle renvoie ? Le paradis perdu, l'âge d'or. Ce mythe que ça marchait bien, puis on est arrivé et ça ne marche plus. C'est un mythe, ça. Donc, quelque part, ça nous coupe les bras, parce que ça nous empêche d'agir bien. Je cite un autre exemple. Souvent, les gens voient la taille des arbres comme une mutilation. Et en ville, ils s'insurgent un peu quand ils voient qu'on taille les arbres. Mais il faut savoir qu'étant immobile, la plante, elle est adaptée à perdre des parties. Elle repousse. Elle perd des parties parce que ces parties sont malades, elles sont arrachées par le vent, cassées par le passage d'un animal, cassées par le poids de la neige qui est tombée trop tôt en saison, les feuilles n'étaient pas encore parties. Et donc ça repousse. Ça cicatrise et ça repousse. Le problème de la taille, c'est de tailler à la bonne saison, de tailler à la bonne intensité, de tailler correctement. C'est pas du tout la taille en elle-même, qui n'est pas du tout une mutilation. Faut voir la plante comme elle est, il faut la comprendre comme elle est. Et donc, il ne faut pas s'insurger qu'on taille les plantes. Il faut s'insurger éventuellement qu'on les taille mal. C'est la question. Donc, il y a tout un tas de trucs qui font que... Il y a tout un tas d'absence de formation au lycée, au primaire, par exemple, je le répète, il n'y a pas de programme sur le vivant. Il y a une absence de contact au vivant qu'on pourrait réaliser au primaire et en maternelle, et de temps suffisamment de questionnement sur qu'est-ce que c'est que le vivant. Ça passe aussi par qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que c'est que la sexualité. Des choses beaucoup plus directement liées à nous. Il n'y a pas assez de temps d'enseignement pour occuper le terrain et réguler, reconstruire, inventorier tous les mythes
et les préjugés qu'on colporte culturellement, qui viennent du passé. C'est un peu comme si le Moyen-Âge contribuait plus à notre façon de calculer que tout ce qui s'est passé depuis le Moyen-Âge. C'est aberrant, mais c'est ainsi. D'ailleurs, toi qui es professeur d'histoire, comment la perception humaine de la nature elle a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et quels sont un peu les grands tournants majeurs dans cette évolution? Bah, moi, je ne peux pas en parler pour toute l'humanité, hein. Je peux en parler pour la trajectoire occidentale. La trajectoire occidentale, elle part d'un monde où la Bible est très importante. Alors d'abord, elle part de modèles antiques où il y a une sorte d'échelle des êtres du plus simple au plus complexe. Et évidemment, l'homme est en haut. Arrive la pensée médiévale qui, elle, va être vraiment teintée par le christianisme, où l'homme a été a été créé avec une position un peu particulière dans le monde, celle de jardinier, mais celle de maître et possesseur de la nature, pour reprendre l'expression, bon, qui n'est pas médiévale, qui est un peu plus tardive, de Descartes. Donc, on part avec une vision de l'homme placé au-dessus de la nature, avec une place singulière dans la nature, alors que c'est une espèce vivante parmi d'autres. On arrive à l'époque classique où évidemment là on arrive à une vision dépourvue de religion du vivant, mais on a toujours cette échelle des êtres. Et quand arrive la théorie de l'évolution, on incorpore naïvement, pas dans Darwin, pas dans les pensées des évolutionnistes, mais dans l'opinion courante, l'échelle des êtres devient cette idée que les plus simples ont donné les plus complexes. Et donc, quand on est plus complexe, qu'on est l'achèvement de l'évolution, alors que c'est pas vrai. Dans l'évolution, il y a des choses qui redeviennent simples parce que ça les adapte plus au milieu, il y en a qui deviennent plus complexes, et il y a des tas de choses qui sont aussi complexes que nous. Il y a des plantes qui ont un génome beaucoup plus complexe que le nôtre, avec 10 fois plus de gènes. Bon. Donc, l'idée, c'est vraiment très important, ça, il faut vraiment se le dire, on a eu une évolution culturelle, mais la dernière page, qui est celle de la connaissance du vivant, elle n'est pas tournée dans l'opinion publique, parce qu'on est beaucoup plus dépendant de ces évolutions, hein, qui introduisent une pensée religieuse dans la pensée antique, puis qui retirent la pensée religieuse d'une pensée biologique où l'homme reste un peu particulier dans le monde. Ben, on n'a toujours pas fait le dernier pas, qui est de dire l'homme n'est qu'un petit morceau du monde. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il est lié à des microbes à l'intérieur et à des espèces à l'extérieur, comme n'importe quelle espèce, il est dans un réseau d'interactions, et ces interactions se passent bien ou mal. Et notre but, c'est pas de dire faut pas toucher la nature, c'est pas de tripoter la nature n'importe comment, c'est d'orienter les dynamiques de la nature d'une façon qui fasse qu'on ait encore notre place dans le monde et en bonne santé. Du coup, c'est quoi les conséquences de cette vision hiérarchique de la nature? Bah, la conséquence, c'est qu'on se croit tout permis et qu'on ne sent pas qu'on est complètement asservi, aussi bien à des maladies qui peuvent arriver. On a quand même été surpris par la Covid, mais c'était une bonne torgnole, hein, c'est quand même puissant et ça montre qu'on n'est pas si fort que ça. On ne médite pas assez ce que ça peut faire à nos sociétés. Pour bien le méditer, je recommande la lecture d'un bouquin d'un historien, Kyle Harper, qui parle du déclin de l'Empire romain et qui montre qu'en gros, c'est le changement climatique et les épidémies qui ont liquidé l'Empire romain, pas les invasions barbares qui avaient commencé bien avant et que tant qu'elle était encore stable, parce qu'il y avait moins d'épidémies, parce que le climat était favorable à de belles récoltes, la société romaine était capable de maintenir hors des frontières et d'ailleurs même d'asservir pour en faire des remparts contre les nouvelles vagues de barbares qui arrivaient. Donc d'une part, effectivement, c'est pas les invasions barbares, c'est pas non plus le plomb dans les tuyaux, parce que les trois quarts des Romains buvaient pas de l'eau qui avait circulé dans des tuyaux en plomb, c'est pas des conneries comme ça, c'est pas des trucs qui sont liés aux interactions humaines, ça vient de la société, ça vient de la nature, ça vient du changement climatique et des maladies. Il faut vraiment méditer ça, on est fragile face au monde, on a des fragilités, et nos sociétés complexes ne nous en ont pas complètement débarrassés. Et puis aussi, on a de toute façon une dépendance à la qualité du monde, la façon dont ça se passe dans le monde nous influence. Le fait de mettre des pesticides dans le monde, on finit par les avoir en nous parce que nous sommes connectés au monde et ça peut ne pas être bon pour notre santé. Le fait d'utiliser n'importe quelle molécule finit par abîmer le fonctionnement des écosystèmes, non pas intrinsèquement, ils fonctionnent juste différemment, mais ils fonctionnent d'une façon qui n'est plus forcément celle que nous espérons et qui est bonne pour notre santé ou notre alimentation. Et donc au total,
quand je dis qu'il faut maintenant se voir dans le monde, il faut arrêter avec des représentations du genre « Oh là là, il y a une crise environnementale ou il y a une crise de la biodiversité ». Mais pas du tout. La biodiversité, elle n'a pas cessé au cours de l'histoire de varier. Elle s'est crachée à la fin du Permien. On a perdu 95% des espèces. Puis ça a recommencé. 30 millions d'années plus tard, il y avait plein d'espèces qui étaient apparues entre-temps et il y avait de nouveau de la biodiversité. Il n'y a pas de crise de la biodiversité, il n'y a pas de crise de l'environnement. Il y a juste que ça part sur des trajectoires qui ne sont pas bonnes pour nous. Par exemple, l'extinction de biodiversité en nous, ça favorise ces maladies de la modernité qu'on définissait tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité, il n'y a pas de crise de l'environnement, il y a juste des embardés pour la façon dont ça fonctionne. On est sur des trajectoires qui changent très vite. La crise, elle est pour l'homme. Et ça, c'est un des points où il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature, ou entre la société et la nature. C'est que la crise actuelle est une crise de la société et de l'homme. Pas une crise du monde, une sorte de crise de quelque chose d'extérieur qui nous affecterait indirectement. Non, 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 non. Non, le monde, il n'a pas cessé de changer, il vient de changer de nouveau à cause de nous. Par contre, c'est nous qui n'avons peut-être plus une place ou plus l'espoir de vivre d'une façon aussi aisée que nos ancêtres sur Terre. Ça induit une espèce de responsabilité majeure. C'est que ce que je fais aujourd'hui, il faut quand même que ça permette à mon fils de vivre bien. Donc moi j'ai un fils. Si j'avais une fille, ce serait une fille. C'est cette logique de transmission où on n'est pas du tout. Parce qu'en fait, le risque, il est pour l'homme. Pas pour la nature avec un grand N. Il y aura toujours des êtres vivants, ne fût-ce que les microbes. C'est inextinguible. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on agisse pour préserver notre environnement et qu'il faut juste qu'on continue comme ça? Ou au contraire, il faut vraiment changer nos modes, que ce soit de culture ou de façon de vivre? Il faut effectivement non pas préserver l'environnement intrinsèquement, mais préserver des dynamiques de l'environnement qui sont bonnes pour nous. Par exemple, tu vas te débrouiller pour ne pas avoir trop d'eau stagnante autour de chez toi, notamment des petits volumes, parce que c'est là-dedans que se développe le moustique tigre. Le but, c'est pas qu'il y ait des moustiques tigres. C'est d'avoir le moins de moustiques tigres possible. Donc, le but est de faire des gestes qui vont lancer les écosystèmes qui t'entourent sur des trajectoires qui sont les plus utiles à l'homme. Et ça passe par le maintien d'une grande biodiversité, bien sûr. Mais il y a quand même, je suis désolé, parce que souvent les gens disent il faut laisser la nature tranquille. Non, le but, c'est pas de la mettre sous cloche, c'est d'y lancer des dynamiques qui permettent, qui sont congruentes avec la persistance d'une vie sur Terre, d'une vie humaine sur Terre. En Et pas quoi ça les, absolue de la biodiversité. Oui, excuse-moi. en quoi les pratiques agricoles, elles ont modifié non seulement les paysages, mais aussi les espèces cultivées et leur environnement? Oui. Alors, fondamentalement, regarde tous les paysages de France, par exemple, c'est des paysages. Historiquement, la France, c'est quoi? C'est une forêt avec des grandes clairières où paissent des grands mammifères comme des bisons, des rhinocéros, plus ou moins laineux selon qu'il fait plus ou moins froid, selon qu'on est en glaciation ou non, des aurochs qui sont des vaches géantes, parce que la vache, quand on a domestiqué les aurochs pour faire des vaches, c'est une grande réduction de taille. C'était moins dangereux d'avoir des petits aurochs que des gros aurochs dans l'étable. Il y avait tous ces grands mammifères qui paissaient dans les clairières et qui empêchaient les arbres de revenir dans des gigantesques clairières. Et maintenant, ça donne quoi? Ça donne des paysages d'élevage purs, comme dans le Morvan, avec des petites haies et puis des tas de pâtures où il y a des animaux qui pâturent et qui d'ailleurs sont les formes d'élevage que l'on peut souhaiter, parce que les animaux sont plutôt heureux, la qualité de la viande est bonne et l'impact environnemental est bon. Les pâtures, ça stocke du carbone. On a d'autres paysages où on a un mélange de pâture et de production végétale. Tiens, la Normandie avec ces vaches qui pèsent sous des pommiers. On a d'autres paysages qui sont beaucoup plus agricoles, voire même beaucoup plus végétales, je veux dire. Je pense à la Beauce. Alors là, il y a peut-être même un peu un excès, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait plus d'animaux pour faire du fumier et que ce soit donc moins dépendant des engrais minéraux. Mais voilà, il y a les grandes régions de vignobles. Alors c'est vrai qu'il y a une spécialisation aujourd'hui qui cache que dans le passé, les paysages ils étaient aussi agricoles. C'est 60% de la surface du territoire, l'agriculture. Donc la patte de l'homme, elle a vraiment marqué le territoire par le biais de l'agriculture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on spécialise les régions agricoles et que ce n'est pas toujours une bonne chose. Ça crée des paysages beaucoup plus homogènes et ça crée aussi des fragilités de fonctionnement qu'on n'a pas quand le paysage est une mosaïque d'utilisation différente, mosaïque d'utilisation différente qui a la caractéristique d'ailleurs d'empêcher aux maladies de se transmettre facilement.
Hey, si entre deux élevages de canards, tu as une forêt, un champ de maïs, des champs de patates, un champ de lin, les maladies franchissent ça moins facilement. C'est pareil s'il y a plein de trucs entre deux champs de lin. Donc il faut vraiment qu'on récupère de la diversité, mais n'empêche que le fait est qu'aujourd'hui, nous avons complètement transformé le paysage par le biais de notre gestion de notre agriculture. Même nos forêts qui sont assez peu gérées, parce que le rendement d'une forêt ne permet pas d'y investir du temps et de l'énergie comme dans une culture, nos forêts sont très marquées par l'homme. Par exemple, la dominance du hêtre, chaque fois qu'il y a eu une période chaude dans les 2 derniers millions d'années entre deux glaciations, il n'y avait jamais eu autant de hêtres. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais on pense que l'homme a favorisé le hêtre. Comment, on ne sait pas. Aujourd'hui, quand on se balade dans une parcelle forestière où il n'y a que du chêne ou que du pin, c'est évident que c'est l'action de l'homme. Alors je ne dis pas que c'est une bonne chose, d'ailleurs, on voudrait là encore un paysage un peu différent. On voudrait notamment, pour qu'elles résistent mieux aux maladies, aux incendies, au changement climatique, on voudrait les forêts mélangées. Mais il n'empêche que le fait est là. Aujourd'hui, dans la plupart des régions, c'est l'homme qui façonne la dynamique des écosystèmes. Ce serait bien que c'est ce qu'on recommande en général, sur 30% du territoire, on laisse des dynamiques complètement autonomes, c'est des réserves, entretenir de la biodiversité. Avec 30% du territoire, on pense qu'on peut entretenir la biodiversité assez bien. Et sur les 70 autres pourcents du territoire, là, on fait ce qu'on veut. Enfin, attention, on a les activités de production que l'on veut, mais il faut les faire avec des modalités qui impactent le moins possible la biodiversité. Et de là, la poursuite de la présence d'espèces et de leur influence sur le milieu qui structure ce qu'on veut pour l'avenir, qui structure cet environnement qui nous permet de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, 30% de réserve et 70% de gestion le plus proche possible de dynamique favorable à l'homme. Ça veut dire faire de l'agroécologie plutôt que de l'agriculture conventionnelle. Ça veut dire une sylviculture douce plutôt qu'une sylviculture traditionnelle. Et tout ça, ça existe déjà dans l'escarcelle des scientifiques et d'un certain nombre de techniciens. Il faut juste maintenant le mettre en œuvre dans nos écosystèmes. C'est quoi les principaux biais cognitifs qui ont influencé notre compréhension de cette nature et de l'écologie? Ou plutôt notre incompréhension. Mais je pense que nous, bon, c'est dur de faire. Moi, c'est pas mon métier de faire l'exégèse de choses comme ça, mais ce que je vois bien, c'est que par exemple, on croit plus aux technologies, à la chimie qu'au vivant comme outil. Et du coup, on n'utilise pas le vivant. Et la seule chose qui se passe, c'est que quand le vivant et les écosystèmes dysfonctionnent, ça nous rend malade. Alors que ça pourrait être une solution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doutent qu'en agriculture, on puisse faire de l'agroécologie, c'est-à-dire de l'agronomie basée sur nos connaissances écologiques, d'utiliser des espèces pour lutter contre des mauvaises herbes, pour lutter contre des pathogènes, des haies pour empêcher les maladies de se propager, des mélanges, par exemple des mélanges céréales légumineuses pour empêcher la propagation des maladies. Il y a des doutes dans la population. Et on nous dit souvent, mais vous n'arriverez jamais à nourrir la planète, alors que c'est faux. On a des chiffres, on a des expériences qui montrent par exemple que quand on mélange des céréales et des légumineuses sur un hectare, on produit autant de céréales et de légumineuses. Alors bien sûr, on en produit moins que s'il n'y avait que des céréales ou que des légumineuses. Mais si on se demande quelle surface il faudrait de pures céréales et quelle surface il faudrait de pures légumineuses pour produire autant, il faudrait 1,4 hectare de culture pure. Pourquoi? Parce qu'en mélange, il y a un peu de compétition, mais il y a aussi des complémentarités qui fait qu'au total, on produit plus. Et donc, on a aujourd'hui des modalités de production alternatives qui sont tout aussi productives, mais on rechigne à les mettre en œuvre parce que personne ne fait confiance au vivant pour être une solution. Nous sommes technophiles, et en fait, on est en train d'en crever, puisque cette technophilie crée un monde dans lequel on change le climat, on émet des molécules toxiques, et c'est pas bon pour nous. Il est temps de rompre cette technophilie. C'est pas rompre avec la technologie, hein. Mon but, c'est pas de vivre comme à l'époque moyenâgeuse ou de vivre comme un Amish. Okay, c'est juste de prendre le meilleur de la technologie et le meilleur de notre connaissance du vivant. Ça, c'est Et pas pourquoi, fait. du coup, la transition écologique, elle est si difficile à mettre en œuvre aujourd'hui? Parce que les gens sont comme ils ont été éduqués. C'est pour ça qu'un de mes combats, notamment au sein de la fédération Biogé, donc fédération que je préside et qui réunit le muséum, des sociétés scientifiques, des sociétés d'enseignants, des fédérations d'entreprises, pour être la voix du vivant en France, on se bat, nous, pour qu'il y ait plus d'heures d'enseignement, pour qu'il y ait des objectifs dans le primaire, qui est de contact avec le vivant, et puis des objectifs de compréhension
en plus qu'1 heure par semaine dans le secondaire, on se bat parce qu'on veut simplement avoir un public qui est plus à même de se saisir dans ses votes, dans ses actes de consommation, dans sa façon de se conduire tous les jours, qui est plus à même de saisir ce qu'il y a de positif et les outils qui ont été sécrétés par notre discipline. Je crois qu'à l'enseignement. Parce que, pour le coup, une fois qu'on est formé dans une vision du monde, où en particulier le vivant, on le voit en demi-teinte, on pense qu'il est infini, pas trop lié à nous, et surtout qu'on est technophile à fond, on n'est pas à même de réaliser, de faire l'inventaire correctement de toutes les options qui s'offrent à nous. Donc on veut vraiment éduquer une génération qui puisse exercer son libre arbitre en se saisissant notamment de ces objets. C'est pas évident, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les générations qui ont été formées sans sciences du vivant, on voit très bien comment elles ont construit une crise environnementale et sanitaire dont il faut absolument extirper nos enfants. C'est parce qu'il n'y a pas cette éducation, à ton avis, que les entreprises privilégient les solutions technologiques et chimiques plutôt que des solutions écologiques? Je le pense. Je ne suis pas complètement certain, mais je le pense, oui. En fait, Est-ce qu'il y a... Vas-y, je t'en prie. Je suis tout à fait conscient que les causes sont multiples et qu'il n'y a jamais un seul remède. Au contraire, hein, j'analyse beaucoup ces histoires-là dans mon dernier livre, hein, Nature et préjugés, dont le sous-titre est Convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Et toujours, quand j'aborde un problème, je l'aborde avec cette idée qu'il n'y a jamais une solution unique, rien n'est bon ou mauvais. La question, c'est le dosage, c'est comment on fait le mélange. Je fais notamment par moments des éloges du métissage, parce que je sais très bien que souvent, ce qui survit dans l'évolution, que ce soit l'évolution culturelle ou l'évolution biologique, c'est des choses qui métissent des apports de plusieurs origines différentes. Donc, je ne dis pas que l'enseignement soit la seule solution. Je dis qu'aujourd'hui, c'est évident que cette solution-là est en sous-régime, parce qu'une fois de plus, 1 heure par semaine, je suis désolé, ça ne permet pas d'avoir une sexualité, une alimentation, des choix électoraux, des choix de consommation convenables, parce qu'il y a une certaine complexité au fait d'être vivant. Et on voit combien ça nous abîme d'ailleurs, parce que même les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait dans nos sociétés, où pourtant on a de l'éducation sexuelle. Bon, on n'en a que 20 heures, semble-t-il, dans une scolarité. C'est pas énorme. Mais elles ne sont pas idéales. Elles abîment en l'occurrence beaucoup les femmes. Et donc je pense que sur les logiques biologiques qui s'agitent autour de nous et en nous, il faut vraiment qu'on fasse mieux dans le bagage de départ. Et donc, pour toi, est-ce que c'est plutôt les entreprises agroalimentaires et pharmaceutiques qui doivent modifier leur fonctionnement, ou est-ce que c'est plutôt la population qui doit montrer la voie à ces entreprises? Mais on est ici en train d'essayer de savoir si le premier c'est la poule ou l'œuf. C'est ça la réponse. C'est qu'effectivement ces boîtes, elles ont à valoriser des investissements qu'elles ont vraiment faits et qu'il faut qu'elles remboursent. Hein. Et donc elles ont intérêt à ce que rien ne change. En face, il y a un public qui continue en fait massivement d'acheter ça. Quand vous achetez un produit issu de l'agriculture conventionnelle, vous justifiez finalement l'existence de tout le marché des pesticides ou d'outils qui ne sont pas à même d'entretenir vraiment la vie dans les sols. Donc, c'est la poule et l'œuf. Il faut que dans notre façon de consommer et dans la façon dont on finance la reconversion des industries, nous, citoyens, on soit aux côtés d'une industrie qui va changer. On ne peut pas demander à l'industrie de changer comme ça du jour au lendemain. De toute façon, s'il n'y a pas de marché, et on voit très bien aujourd'hui avec le recul du bio qui a reculé de 5 à 6%, hein, en gros, en année courante, parce que la nourriture s'était renchérie, donc les gens ont fait des économies, on voit très bien qu'il n'y a pas de soutien citoyen aux alternatives qui sont meilleures pour la santé, non pas de l'environnement, mais de nous et de nos enfants. Et ça, c'est très important, ça veut dire que c'est la poule et l'œuf, ça, et qu'il faut... Il n'y a pas de solution idéale, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de panacée. Il faut à la fois agir sur les citoyens, essayer d'agir sur les entreprises, essayer d'agir sur le politique. C'est un combat tous azimuts. Après tout, c'est aussi comme ça qu'on a changé, par exemple, les conditions de travail, hein, et qu'on a créé une justice sociale en France. On ne l'a pas créée que par un outil, mais par une connivence du citoyen, du politique et de l'économique.
Pour toi, quel rôle joue l'éducation dans cette sensibilisation à l'écologie et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour réussir à informer, parce que je ne vais pas dire éduquer les personnes? Ben, on l'a dit, hein, c'est fondamental parce que il faut embarquer dans notre formation initiale l'idée qu'il y a des liens avec le monde, il y a des mécanismes évolutifs d'évolution culturelle et biologique qui peuvent être des outils. Par exemple, tu vois, si tu mets un antibiotique sur une bactérie, bah, tu vas sélectionner une résistance. Si par contre, à chaque fois, tu donnes plusieurs antibiotiques à la fois ensemble, tu ne sélectionnes pas de résistance parce que la résistance à l'un n'empêche pas d'être malade, de disparaître à cause des autres. Et du coup, tu peux utiliser des antibiotiques à plus faible dose. C'est ce qu'on utilise non pas avec des antibiotiques, mais avec des antiviraux dans la stratégie de la trithérapie. On met 3 molécules et le virus résistant aux 3, il n'existe pas. Et donc, on a une sensibilité du virus qui se poursuit. On ne peut pas sélectionner évolutivement de virus multirésistants en une fois. Et donc, on peut mettre des toutes petites doses du produit et les gens vivent très bien avec les doses de trithérapie. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, il y a des mécanismes qui nous interdisent certaines choses, mais qui nous permettent d'autres choses, et d'embarquer ça dans la formation initiale. Évidemment, quand je parle de l'évolution ou de mécanismes écologiques, c'est complexe. Et pour ça, il faut, dans un premier temps, à la maternelle ou au primaire, il faut absolument donner un contact avec le vivant, une sorte d'intuition du vivant, par le biais de disciplines artistiques, par le biais de balades en forêt, par le biais de balades à la ferme. Il faut coller les gamins sur le vivant, et de façon à ce qu'après, les questions viennent tout naturellement. Et dans le secondaire, on s'empare de ces questions pour faire du sens et comprendre des grandes modalités de fonctionnement et comprendre aussi quels sont des outils pour la suite. Donc là, je viens de récapituler des choses que j'ai déjà dites, mais c'est vrai que c'est fondamental. Après, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas attendre que les petits soient grands pour changer notre impact sur le monde, parce que c'est en train de virer quand même, enfin ça sent le trop cuit là, hein. Ça sent le cramé, et notamment au Canada, hein, ou dans les Landes. Vraiment. On est en train d'ouvrir les portes de l'enfer et ça sent le trop cuit là. Et il faut vraiment qu'on bouge aussi vite et que c'est pour ça que moi je fais de la vulgarisation, c'est une sorte d'enseignement, hein. Et merci donc de m'inviter dans ton podcast, hein, parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais médias, il faut être partout pour dire les logiques et surtout rappeler que nos sciences sont convoquées pour raconter ce qui ne marche pas, alors qu'elles pourraient aussi, si on les convoquait au bon moment et si on était attentif à ça, être convoquées pour expliquer ce qui pourrait marcher. Parce que, en gros, moi je suis convoqué pour faire Cassandre, annoncer les mauvaises nouvelles, alors que j'ai dans mon escarcelle des tas de bonnes nouvelles, l'agroécologie, une autre façon d'utiliser un antibiotique qui évite les résistances aux antibiotiques. Éviter les résistances aux antibiotiques, c'est éviter la catastrophe qui arrive à 100 000 Français par an, d'avoir un problème de résistance, et qui fait mourir 25 000 Européens par an. C'est ça la résistance aux antibiotiques. Je veux dire, quelque part, on vit dans un monde aussi où les gens nous abreuvent de l'écologie punitive. L'écologie punitive, c'est celle qu'on ne gère pas. Ça punit parce que ça coûte cher aux finances publiques, ça coûte cher en désarroi et en malheur humain, ça s'appelle des cancers, ça s'appelle des gens qui meurent de maladies qu'on devrait pouvoir leur éviter. Donc l'écologie punitive, moi aussi je suis contre, sauf que j'ai bien compris que l'écologie punitive, c'est celle qu'on ne gère pas, c'est-à-dire c'est l'absence de connaissance de l'écologie qui fait qu'on n'utilise pas l'écologie pour agir et que du coup, il se passe des choses désastreuses. Ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on doit préparer dès le plus jeune âge. Ouais, j'en profite pour parler de l'enregistrement de podcast avec Florence Duprat, la directrice de l'Open Agri-Food, que j'ai enregistré avec elle. Donc, c'est l'épisode 46 où eux, leur but, c'est vraiment d'établir des programmes scolaires pour apprendre aux enfants le vivant. Donc, ils font comme tu as dit, des visites à la ferme, ils font des visites chez des chefs cuisiniers. Ils apprennent comme ça, en fait, en montrant, et ils ont prouvé qu'en faisant ça, eh ben, les élèves derrière, ils arrivent à faire les bons choix alimentaires. Mais c'est évident, les gens ne sont pas bêtes. Souvent, on dit oh, nos concitoyens sont mauvais, mauvais en sciences, pas capables de comprendre les choses complexes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et plus on le leur dit, moins ils le sont, ça c'est sûr. Non, mais alors, donc moi je serais ravi d'avoir les coordonnées de ces gens-là pour aller voir ce qu'ils font et éventuellement leur parler de nous rejoindre dans la Fédération Biogé. Mais d'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que ce soit des initiatives d'associations qui fassent ça et que ce ne soit pas
encapsulé dans ce que payent nos impôts, ce qu'on appelle l'éducation nationale. Tu vois, mais c'est génial, mais aujourd'hui ça repose sur des initiatives individuelles ou collectives qui ne peuvent pas irriguer toute la population scolaire. Alors là, ils Oh oui. essayent de l'inclure dans les programmes scolaires, hein. L'an dernier, ils ont fait un test sur quelques classes. Cette année, enfin l'année prochaine, ils recommencent. Donc leur but, c'est vraiment ça, hein, c'est de l'inclure dans les programmes scolaires, quoi. Mais bon, ça Mais prend la énormément façon de de temps, faire, ouais. ce sera d'approcher le ministère de l'Éducation et d'arriver à rentrer dans les programmes. Crois-moi, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas un programme dans ce pays que je n'ai, en sciences de la vie de la Terre, que je n'ai contribué à écrire, où je n'ai écrit un paragraphe. Hein, je me suis donné corps et âme dans l'écriture des programmes scolaires, mais j'ai jamais réussi à lever le plafond de verre du temps. Je n'ai jamais non plus réussi, et ça c'est vraiment une chose importante, à créer de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de dire qu'il y a des objets communs au programme de différentes disciplines chaque année qui permettent d'approcher ces objets de différentes façons. Je prends un exemple, la sexualité, c'est de la biologie, mais c'est plus que de la biologie. Sans le prof de lettres ou le prof de philo, on ne la comprend pas complètement. Donc on a vraiment besoin de cette interdisciplinarité et on n'arrive pas à la sécréter. Je le répète, l'évolution de notre système d'enseignement n'est pas à la hauteur, son agilité à s'adapter n'est pas à la hauteur de la vitesse d'évolution des contraintes dans lesquelles vivent nos sociétés. Et ça, c'est mutilant pour la jeunesse. Et je leur prédis bien du mal à arriver à faire ce qui me paraît un but excellent et évidemment congruent à celui que moi je caresse. Parce que la biologie pour les jeunes, c'est pas d'en faire des biologistes, la question c'est de donner du sens au quotidien. Et libérer les choix au sens où quand tu choisis, tu sais les conséquences de tes choix. Quels sont les défis actuels dans la recherche en écologie et en biologie des sols qui doivent être, on va dire, surmontés pour une meilleure compréhension des écosystèmes? On a toujours la limite de comprendre comment ça marche dans la diversité, parce qu'on dit le sol, mais il y a en fait plein de sols différents. Donc il y a à la fois un problème descriptif, il y a un problème d'intensité de recherche pour bien comprendre, au-delà de la diversité des espèces qui sont présentes, comprendre ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire la diversité des mécanismes qui s'opèrent et qui rend la diversité des espèces intéressante. C'est qu'elle façonne la diversité des mécanismes, la diversité des propriétés de l'environnement. Donc il y a effectivement un effort de recherche accru à faire, mais je dirais que quand même un facteur limitant au-delà de ça, au-delà de la recherche en elle-même, de la recherche fondamentale, c'est le transfert à la société. On a besoin de plus de recherche appliquée, c'est-à-dire la recherche que font par exemple des spécialistes des sols avec des agriculteurs pour suivre les impacts d'une transition de pratique. On a vraiment besoin aujourd'hui que cette recherche soit plus couplée au monde et notamment on a besoin de plus de vulgarisation ou plus de transfert de connaissances dans la société parce qu'aujourd'hui la science c'est un peu une mule que l'on charge et que personne ne décharge. Ce que j'appelle décharger la mule, c'est transmettre ses connaissances vers l'opérationnel, vers l'utilisateur final qui est le citoyen. Donc oui, on a besoin d'un effort de recherche soutenu pour comprendre comment ça marche, mais on a besoin aussi d'un effort de recherche appliquée et d'un effort de transmission vers la société. Si tu avais une Et chose à oui, transmettre à tes enfants, ça serait quoi? l'envie de comprendre le monde. C'est bref, mais c'est ce qui manque un peu en amont de gérer au plus vite les problèmes. Si avant, on a un peu compris ou essayé de comprendre comment fonctionnait le monde, d'abord on anticipe les problèmes et quand ils arrivent, on a quelques idées de solutions. C'est un peu ce qui nous manque collectivement. On arrive tout doucement aux dernières questions de l'épisode. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est pour toi, c'est quoi ta définition du bien manger? Alors, en réalité, il n'y en a pas une, il y en a deux. Il y a des trucs que j'aime manger parce que ça me fait plaisir et j'ai envie d'en reprendre. En fait, souvent, c'est un verre de vin ou une tranche de saucisson. Je suis désolé, je suis comme ça. Hein. Bon. Alors, je suis pas alcoolique ni bourré de matière grasse animale, mais en fait, les trucs qui font plaisir sont pas forcément ceux qui sont bons pour la santé. C'est vrai que faut une grande diversité de légumes et de végétaux, ne serait-ce que parce que dedans il y a des fibres qui nourrissent notre microbiote et que les fibres en moyenne, les Français n'en mangent que la moitié de la ration qu'ils devraient manger. Alors moi je fais des efforts, mais c'est la deuxième définition, c'est ce qui est bon pour ma santé et donc notamment pour mes microbes au passage. Est-ce que ça se recouvre ou pas? Ça, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle cuisiner.
C'est arriver à concilier les trucs pour lesquels on a de l'appétit, ils sont souvent un peu sucrés, salés, alcoolisés, pas très bons pour la santé en excès, quoique en petite quantité, c'est pas grave. Arriver à conjuguer nos pulsions avec nos vrais besoins diététiques, ça s'appelle cuisiner parce que ça s'appelle présenter les plats en utilisant ce qui nous plaît, la première définition du bien manger, le conjuguer avec ce qui est bon pour nous, la deuxième définition du bien manger. Et donc il y a une troisième définition du bien manger, c'est arriver à trouver une nourriture qui conjugue l'hédonisme, le plaisir, avec la santé. Ça demande quand même un tout petit peu de formation pour savoir notamment ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il y a dans les aliments. Finalement, c'est là qu'on voit le fait qu'il y a une complexité dans le vivant et dans le savoir-vivre, le savoir-être vivant, qui demande quand même un petit peu de temps. Et en même temps, on voit que cette complexité, elle est au cœur du quotidien et qu'on ne peut pas faire l'économie de l'aborder. Ou alors on meurt jeune d'un cancer du tube digestif ou d'un AVC. La deuxième question, c'était, mais tu... C'est ce qui d'ailleurs au passage supprime la nécessité de bien comprendre. Puisqu'on est mort, on n'a plus besoin de comprendre. Bon, oui, pardon, excuse-moi. La deuxième question, tu as répondu aussi parce que c'était c'est quoi ton petit plaisir alimentaire, ta petite collation? Et du coup, tu as dit que c'était pour toi saucisson vin. Un vrai saucisson dans un boyau, bien moisi par-dessus, avec bien séché à temps, pas d'oxydation à cœur, plutôt sec pour faire une tranche très fine et le laisser fondre sur la langue comme une hostie. Ça donne déjà l'eau à la bouche. Franchement, un bon plat végétarien, ça peut faire plaisir aussi. Hein. Je veux dire, moi je suis pas un très bon cuisinier, donc j'ai tendance à prendre mes plaisirs spontanément dans des aliments bruts. Mais des fois, des copains ou ma femme aussi font des plats qui me feraient renoncer à ma tranche de saucisson, si je devais choisir. Bon, en fait, en général, je prends les deux. Alors, le saucisson, il y a aussi un plaisir caché, hein, c'est que c'est un aliment fermenté à cœur, c'est ça qui l'acidifie. C'est pour ça que dessus, sur la composition, il y a souvent marqué ferment. Bah oui, on ajoute des bactéries où elles se développent toutes seules, et sirop de glucose, parce que c'est le glucose qu'elle fermente. Et le saucisson, quand il est mûr, il est plus sucré, ça s'est transformé en acidité, la légère acidité qu'on a quand on pose la tranche sur la langue. Donc c'est à la fois donc quelque chose qui est un aliment fermenté, qui est préservé par son acidité et son séchage aussi, il faut le dire, mais en même temps, si c'est vraiment un saucisson à l'ancienne, il y a tous ces pénicilliums et ces champignons qui se sont développés sur la peau et dont les métabolites migrent à l'intérieur du saucisson et contribuent à l'arôme. Hein. Donc c'est aussi une ode aux microbes, la tranche de saucisson. Nous nous l'aurons pas, on peut philosopher sur le monde à partir d'une tranche de saucisson. Et il y a de la biodiversité derrière un bon saucisson artisanal. Merci beaucoup Marc-André en tout cas pour toutes tes explications. J'espère que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses et qu'ils vont pouvoir aller creuser certains sujets. Donc comme tu disais, parce que le but du podcast, c'est ça, c'est d'essayer d'informer et pour qu'ensuite les personnes elles prennent un petit peu leurs envols et elles aillent voir un peu les sujets qui les intéressent plus. Euh, Si on veut un petit peu plus de Marc-André, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn et Facebook. Une fois par semaine, j'ai un billet d'opinion suivi de la liste de tout ce qui est paru en librairie ou sur Internet. Beaucoup de choses sont libres d'accès, il y a plein de choses sur YouTube. Et puis je termine mon post par la liste des conférences et des interventions que je ferai la semaine suivante. Alors ça, c'est une façon de me suivre étroitement. Et puis, sinon, il y a des livres. Hein. Il y a notamment Nature et préjugés qui vient de paraître chez Actes Sud. Il y a des vidéos, je le disais, sur YouTube. Il y a des podcasts très intéressants, comme celui qu'on vient de faire. En tout cas, je croise les doigts pour qu'ils soient intéressants. Donc, il y a plein de moyens et il y a plein d'autres scientifiques qui font des tas de trucs sympas qu'on peut suivre aussi. L'histoire, c'est qu'effectivement, il faut suivre aussi les gens qu'on a envie de suivre parce que la forme nous plaît. La science, ça ne doit pas être une souffrance. Ça doit être une réjouissance à la fois quand on l'absorbe et quand on l'utilise. Je mettrai tous les liens de l'épisode dans les notes pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur toi ou de lire tes livres. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une excellente fin de journée. Puis je te dis à une prochaine. À bientôt. Au À revoir. bientôt.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.